À ma fête d'anniversaire, je prévoyais d'annoncer ma grossesse. Au lieu de cela, mon petit ami m'a tendu une boîte cadeau. À l'intérieur se trouvait un mot qui disait « Je te quitte, tu es inutile et je mérite mieux ». Tout le monde a ri lorsqu'il est parti. Je n'ai fait que sourire. Parce qu'il ne savait pas de quoi je suis capable. 2 mois plus tard, il était ivre devant ma maison, criant mon nom. J'étais avec Justin depuis un peu plus de 3 ans. Il était charmant et attentif. Maintenant, réellement un contact visuel au lieu de constamment chercher quelqu'un de plus intéressant à qui parler. Les choses ont avancé assez vite entre nous. Pour notre premier anniversaire, nous vivions ensemble dans un petit appartement mignon que nous pouvions à peine nous permettre. Le timing n'était pas parfait financièrement, mais le loyer en ville est ridicule, peu importe quand vous déménagez. Donc notre relation n'était pas parfaite, mais elle semblait solide. Nous avions des objectifs similaires. Acheter une maison un jour, voyager un peu, peut-être des enfants un jour. Justin était toujours plus préoccupé par les apparences que moi. Il se souciait de la voiture que nous conduisions, des restaurants où nous étions vus, de poster les photos parfaites sur Instagram. J'aurais dû prêter plus d'attention à ce signal d'alarme, mais avec le recul, c'est facile, n'est-ce pas? Bref, il y a environ 4 mois, je ne me sentais pas bien, nauséeuse le matin, épuisée tout le temps. J'ai fait un test de grossesse principalement pour l'exclure. Nous étions prudents, mais pas si prudents. Et 2 lignes roses. Je me souviens encore d'être assise par terre dans la salle de bain, fixant ce petit bâton en plastique comme s'il était écrit en hiéroglyphes. J'ai passé environ 1 semaine à digérer l'information avant d'en parler à qui que ce soit. Ma meilleure amie Barbara fut la première. Elle a apporté du vin à notre soirée entre filles. Et quand je me suis contentée d'eau, elle a tout de suite su. Elle a posé toutes les bonnes questions sur ce que je voulais. Comment Justin pourrait réagir? Des choses pratiques comme l'assurance et le congé maternité. Cela m'a aidée à organiser mes pensées. Quant à Justin, j'ai décidé d'attendre. Mon anniversaire approchait dans 3 semaines, et cela semblait être le moment idéal. Nous avions déjà prévu une petite fête à notre appartement avec nos amis les plus proches, et je pensais que ce serait spécial de partager la nouvelle avec tous ceux que j'aime en même temps. Encore une fois, avec le recul, quelle sorcière! Les semaines précédant mon anniversaire furent étranges. Je gérais les nausées matinales, qui devraient vraiment s'appeler nausées toute la journée. D'ailleurs, et j'essayais de le cacher à Justin. Il ne l'a pas remarqué, ce que j'ai attribué au fait qu'il était occupé. Il rentrait plus tard, passait plus de temps sur son téléphone, étant un peu distant. J'ai supposé qu'il était stressé par quelque chose au travail. Mon anniversaire tombait un samedi. J'ai passé la matinée à tout préparer pendant que Justin allait chercher le gâteau, ce qui lui a pris près de 3 heures, mais peu importe. Nos amis ont commencé à arriver vers 18h, Barbara et son mari, nos amis Aaron et Sergio, ma cousine Lana qui était en visite, et quelques autres, dont Maria, que je connaissais depuis l'université. La fête se passait bien. De la bonne nourriture, beaucoup de boissons, de l'eau pétillante déguisée en vodka soda pour moi, de la musique, des rires. J'avais prévu de faire mon annonce après le gâteau et je n'arrêtais pas de croiser le regard de Barbara de l'autre côté de la pièce. Elle me faisait ces petits hochements de tête encourageants qui faisaient battre mon estomac d'excitation nerveuse. Vers 21h, Justin a teinté son verre pour attirer l'attention de tout le monde. Mon cœur s'est pratiquement arrêté. Avait-il découvert quelque chose? Allait-il me voler la vedette? Il a fait tout un discours sur à quel point j'étais spéciale, à quel point il se sentait chanceux de m'avoir dans sa vie, tout en me regardant droit dans les yeux. Puis il m'a tendu une petite boîte magnifiquement emballée avec un ruban de soie. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde regardait, certains avec leur téléphone prêts à immortaliser le moment. Je me souviens avoir pensé que ce pourrait être une bague de fiançailles, et avoir eu cette fraction de seconde de panique quant à savoir si je devais quand même annoncer la grossesse s'il me demandait en mariage. Puis j'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, ce n'était pas une bague. C'était un morceau de papier plié. Je l'ai ouvert, confuse, et j'ai lu les mots qui sont maintenant gravés dans ma mémoire. Je te quitte. Tu es inutile, et je mérite mieux. Tes affaires seront emballées d'ici lundi. Je l'ai regardé. Bien sûr, c'était une sorte de blague horrible, mais son expression avait complètement changé. Froide, distante, presque amusée. Puis il a dit assez fort pour que tout le monde entende que c'était fini entre nous, que ça avait été amusant, mais qu'il m'avait dépassé. Et puis il a ri, a réellement ri. Quelques personnes dans la pièce ont ri aussi, pensant clairement qu'il s'agissait d'une sorte de farce que nous avions planifiée. Mais Justin s'est ensuite retourné et a franchi la porte d'entrée sans un mot de plus. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je suis restée là, le mot à la main. L'annonce de ma grossesse mourant dans ma gorge,
tandis que nos amis regardaient alternativement moi et la porte, attendant que quelqu'un crie « Ce n'est qu'une blague ». Mais personne ne l'a fait. Barbara fut la première à bouger. Elle a traversé la pièce et m'a pris la note des mains, l'a lue et a murmuré que c'était un salaud absolu. Puis tout le monde a commencé à parler en même temps. Confusion, inquiétude, indignation en ma faveur. Et moi? J'ai juste souri. Pas parce que je n'étais pas anéantie. Je l'étais. Pas parce que je n'étais pas humiliée. Je l'étais absolument. Mais parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de crucial. Justin n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Il pensait avoir toutes les cartes en main. Il pensait avoir orchestré cette sortie parfaite, cette exécution publique de notre relation où il était le puissant. Mais il ne savait pas que j'étais enceinte de son enfant. Il ne savait pas que j'avais trouvé ses relevés de cartes de crédit secret 2 semaines plus tôt, quand je cherchais un timbre dans son tiroir de bureau. Il ne savait pas que j'avais déjà vu les SMS sur son Apple Watch quand il était sous la douche. Il aurait vraiment dû configurer l'authentification à 2 facteurs. Et surtout, il ne savait pas que je ne suis pas le genre de femme qui s'effondre quand on la pousse. Je suis le genre de femme qui devient stratégique. Alors j'ai souri. J'ai remercié tout le monde d'être venu. Je les ai assurés que j'allais bien. Ce n'était pas le cas. Et qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter pour moi. Ils l'ont fait. J'ai même coupé le gâteau d'anniversaire que Barbara avait apporté et j'ai distribué des parts, comme si je célébrais la fin de quelque chose plutôt que de la pleurer. Maria est partie presque immédiatement, affirmant qu'elle se sentait mal. Un timing intéressant, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons. Les autres sont restés, m'aidant à nettoyer et m'offrant des endroits où rester. Des épaules pour pleurer. Des alibis pour un meurtre. Je plaisante. Enfin, presque. À minuit, tout le monde était parti, sauf Barbara, qui a insisté pour dormir sur mon canapé malgré mes protestations. Une fois seule, j'ai finalement craqué. La grossesse, la trahison, l'humiliation, tout s'est effondré en même temps. Barbara m'a juste tenue et m'a laissé sangloter, sans essayer de réparer quoi que ce soit avec des assurances vides ou ces ennuyeuses platitudes du genre « tout arrive pour une raison » que les gens adorent débiter quand ils ne savent pas quoi dire d'autre. Quand je me suis enfin calmée, vers 2 heures du matin, j'ai parlé à Barbara de ma grossesse. Elle n'a même pas été surprise, disant qu'elle l'avait soupçonnée à mon comportement récent. Puis je lui ai montré les relevés de cartes de crédit avec des frais d'hôtel, des restaurants chers et des achats de bijoux qui ne m'étaient mystérieusement jamais parvenus. J'ai fait défiler les captures d'écran que j'avais faites de SMS à M, avec des emojis en forme de cœur et des plans pour se rencontrer quand je travaillais tard. Nous savions toutes les deux exactement qui était M, surtout après le départ précipité de Maria de la fête. Nous sommes restés éveillés à parler jusqu'à l'aube, pesant les options, élaborant des plans. Barbara m'a demandé si je comptais parler de l'enfant à Justin, mais j'ai été ferme. Il finirait par le savoir, mais à mes conditions quand je serai prête, pas un instant plus tôt. Quant à son aventure avec Maria et les mensonges financiers, je n'allais pas me rabaisser à son niveau avec une vengeance mesquine, mais je m'assurerais que la vérité éclate. Toute la vérité. Barbara me regardait avec un mélange d'inquiétude et d'admiration, alors que j'exposais mes pensées. Elle s'est fait remarquer que je pouvais être effrayante parfois quand j'avais ce regard déterminé dans les yeux. J'ai juste ri. Un vrai rire. Le premier depuis l'ouverture de cette horrible boîte. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, seule pour la première fois depuis des années, une main posée sur mon ventre encore plat, j'ai fait 2 promesses. Une à mon enfant à naître, que je lui offrirais un foyer stable et aimant quoi qu'il arrive. Et une à moi-même, que j'en sortirais plus forte qu'avant. Justin pensait écrire la fin de notre histoire avec cette note cruelle. Et s'il y a une chose que j'ai apprise de tous ces podcasts sur les crimes réels que j'écoute en faisant la lessive, c'est que la meilleure vengeance demande de la patience, de la planification et un esprit clair, 3 choses que j'avais en abondance. La prochaine fois, je vous raconterai ce qui s'est passé dans les jours et semaines qui ont suivi, y compris comment j'ai confirmé exactement pour qui il m'avait quitté. Alerte spoiler, ce ne fut pas une surprise. Et les premiers signes que sa grande stratégie de sortie ne se déroulait pas tout à fait comme prévu. Première mise à jour. Salut Reddit, Lily ici avec la mise à jour promise. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous les commentaires de soutien sur mon dernier post. C'est étrange comme les étrangers sur Internet peuvent parfois être plus gentils que les gens que l'on connaît depuis des années, n'est-ce pas? Alors, où en étais-je? Ah oui, la fête d'anniversaire de l'enfer. Justin venait de partir après m'avoir humiliée publiquement, me laissant sous le choc avec une grossesse dont je n'avais parlé à personne. Sauf Barbara. Laissez-moi reprendre depuis les conséquences. Le lendemain matin, je me suis réveillée à l'odeur du café et des pancakes. Barbara était toujours là.
Dieu la bénisse, agissant comme si rien ne s'était passé tout en me surveillant toutes les 5 minutes. Elle insistait pour que je mange quelque chose, évidemment inquiète pour le bébé. J'ai réussi quelques bouchées avant que la nausée ne s'installe. Les nausées matinales sont une telle joie. Justin n'est pas revenu ce dimanche, ce qui était à la fois un soulagement et une torture. J'ai passé la majeure partie de la journée à alterner entre engourdissement, rage et un étrange sentiment de planification détachée. J'ai fait des listes, tant de listes, les choses financières que je devais régler, les rendez-vous chez le médecin à prendre, les gens à informer. C'est comme si mon cerveau était passé en mode survie, se concentrant sur les aspects pratiques pour éviter d'affronter l'ouragan émotionnel. Barbara m'a aidé à emballer certaines affaires de Justin. Pas tout, juste assez pour qu'il soit clair que je ne prévoyais pas qu'il revienne. Pendant tout ce temps, mon téléphone explosait de messages de nos amis. La plupart étaient de soutien, confus, se demandant si j'allais bien. Quelques-uns venaient de connaissances mutuelles qui semblaient plus intéressés par les ragots que par mon bien-être. Et remarquablement absente du cœur des inquiets. Maria, vous vous souvenez d'elle à la fête? Celle qui s'est soudainement sentie malade et est partie? Oui, lundi matin est arrivé et avec lui, la réalité. J'ai appelé au travail pour me déclarer malade, ce que je ne fais jamais. J'ai aussi pris rendez-vous avec mon médecin pour confirmer la grossesse et discuter des options. Vers midi, alors que je faisais des recherches sur les droits des locataires puisque le bail de l'appartement portait nos 2 noms, j'ai reçu un SMS de Justin. Je passe à 19h pour récupérer mes affaires, assure-toi de ne pas être là. L'audace, n'est-ce pas? J'ai fixé ce message pendant 5 bonnes minutes avant de répondre par un simple « non, juste ça ». Pas d'explication, pas de suggestion alternative. Juste une limite ferme. Il a immédiatement appelé et j'ai immédiatement refusé. Puis j'ai appelé Barbara, qui a mobilisé les troupes. À 18h30, mon appartement était rempli d'amis. Aaron, Sergio, Lana, qui a prolongé sa visite, et quelques autres. Une barrière protectrice de gens qui m'aimaient. Justin est arrivé à 19h pile, et son visage quand il a vu le comité d'accueil. Inestimable. Il a essayé de faire le dur, a exigé de savoir ce qui se passait. Mais Aaron, qui mesure environ 1,93 m et est bâti comme un mur de briques, lui a juste tendu une valise avec des vêtements et des essentiels. Aaron lui a dit fermement que le reste de ses affaires serait disponible quand il organiserait un moment approprié et ferait preuve d'un minimum de décence humaine. Pour l'instant, c'était tout ce qu'il aurait. Justin a essayé de croiser mon regard alors que j'étais assise sur le canapé, délibérément calme. Il a commencé à dire que c'était ridicule et de le laisser juste prendre ses affaires. J'ai finalement parlé directement à lui disant qu'il devait s'estimer heureux que je n'avais pas encore changé les serrures et que nous pourrions discuter du reste de ses affaires une fois que j'aurais eu le temps de digérer sa charmante surprise d'anniversaire. Il a commencé à discuter, mais quelque chose dans mon expression a dû le dissuader. Il a pris la valise et est parti, mais non sans marmonner quelque chose sur moi, toujours en quête d'un public. C'est un comble venant de l'homme qui m'a larguée devant tous nos amis. Vous ne trouvez pas? Après son départ, j'ai pleuré à nouveau. Pas pour lui, mais pour l'avenir que je pensais que nous aurions. Pour les plans qui devaient maintenant être réécrits. Pour l'enfant qui méritait mieux qu'un père qui pouvait être si cruel. Le lendemain matin, j'ai appelé un serrurier et j'ai fait changer les serrures. Maintenant, à propos de Maria. J'avais des soupçons dès le moment où elle s'était enfuie de la fête, mais j'avais besoin de confirmation. Elle est venue d'une source inattendue. Sergio m'a envoyé un SMS mardi soir pour me faire savoir que Justin et Maria se voyaient. Lui et Aaron les avaient aperçus ensemble il y a 2 mois, mais ne pouvaient pas être sûrs que ce n'était pas innocent. Il s'est excusé de ne pas me l'avoir dit plus tôt. C'était comme recevoir un coup de poing dans l'estomac et en même temps se sentir justifié. Je savais que Justin me trompait. Je ne savais juste pas avec qui. Apprendre que c'était Maria, quelqu'un qui avait été chez moi, mangé ma nourriture, accepté mon amitié. C'était une trahison d'un genre particulier. Au lieu de les confronter tous les deux, j'ai décidé d'attendre, d'observer, de recueillir des informations. Peut-être que j'écoute trop de podcasts sur les crimes réels, mais la patience est vraiment la clé dans ces situations. Au cours de la semaine suivante, je me suis concentrée sur les questions pratiques. J'ai officiellement confirmé ma grossesse, j'étais à 10 semaines. J'ai parlé avec un avocat du bail de l'appartement et du partage des biens. Heureusement, nous n'étions pas mariés, donc pas de drame de divorce. J'ai gelé notre carte de crédit commune et ouvert un nouveau compte bancaire à mon seul nom. Des mesures de protection de base. Ce que je n'ai pas fait, c'est parler de la grossesse à quiconque, sauf Barbara. Pas encore. Ce n'était pas du déni.
c'était de la stratégie. Je devais d'abord mettre mes affaires en ordre. 2 semaines après le désastre de l'anniversaire, Justin m'a de nouveau envoyé un SMS me demandant de discuter et de récupérer d'autres de ses affaires. J'ai accepté de le rencontrer dans un café près de notre appartement. Un lieu public, en pleine journée, à mes conditions. Il avait l'air terrible, ce qui m'a procuré une petite satisfaction dont je ne suis pas fière. Mal rasé, des cernes sous les yeux, portant une chemise froissée. Il s'est immédiatement lancé dans ce que je ne peux décrire que comme une explication bâclée. Il était malheureux depuis un moment, se sentait piégé, pensait qu'une rupture nette serait plus facile pour tout le monde. Je l'ai laissé divaguer un moment avant de lui demander simplement si Maria le rendait heureux. L'expression sur son visage, inestimable. Un choc pur, comme un cerf dans les phares. Il a bégayé des dénégations si transparentes que j'ai failli rire. Je l'ai coupé et lui ai dit que je savais pour Maria, pour les frais d'hôtel sur sa carte de crédit secrète, pour les bijoux qu'il lui avait achetés avec de l'argent dont nous avions soi-disant besoin pour le loyer. Je lui ai demandé d'être honnête pour une fois. Il s'est dégonflé comme un ballon percé. Il a essayé la phrase « ce n'est pas ce que tu penses ». Mais je l'ai de nouveau coupé. Je lui ai dit que ce qui importait maintenant, c'était qu'il puisse récupérer le reste de ses affaires ce samedi à 14h. Aaron serait là pour superviser, et après ça, je ne voulais plus entendre parler de lui, sauf par l'intermédiaire de mon avocat. Sa voix a même couiné quand il a répété « avocat ». Il a insisté sur le fait que nous n'avions pas besoin d'avocat et que nous pouvions arranger les choses nous-mêmes. Je suis restée calme, même si mon cœur battait la chamade. Je lui ai dit que nous en étions là, qu'il avait fait son choix très clair à ma fête d'anniversaire, et que je ne faisais que le respecter. Alors que je me levais pour partir, il m'a attrapé le poignet, pas fort, mais désespérément. Il a demandé à propos de l'appartement, spécifiquement comment j'allais pouvoir me le permettre seule, disant que mon travail couvrait à peine la moitié du loyer. Et c'est là que les choses se sont mises en place. La vraie raison de son inquiétude, de cette réunion. Ce n'était pas une question de clôture ou de récupération de ses affaires. C'était une question d'argent. Voyez-vous, ce que Justin ne savait pas, ou avait commodément oublié, c'est que je couvrais plus de la moitié du loyer depuis 1 an. Ses revenus diminuaient, sa position plus précaire qu'il ne l'admettait. Il vivait au-dessus de ses moyens, utilisant mes revenus stables comme filet de sécurité tout en se présentant comme le principal pourvoyeur à nos amis, et apparemment à Maria. J'ai souri gentiment et je lui ai dit que je m'en sortirais, ajoutant que, contrairement à certaines personnes, j'économisais de l'argent au lieu de le dépenser en chambre d'hôtel et en bijoux. La couleur a fui son visage. Il savait que je savais tout. Je suis sortie de ce café en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. Pas parce que j'avais gagné une bataille relationnelle, mais parce que je voyais enfin Justin clairement pour ce qu'il était. Un homme qui se souciait plus des apparences que de la substance, qui mentait pour paraître plus prospère qu'il ne l'était, qui m'a abandonnée quand je ne servais plus son récit. Samedi est arrivé, et comme convenu, Aaron a supervisé pendant que Justin récupérait plus de ses affaires. Je me suis faite discrète, passant la journée à un cours de yoga prénatal. Je le recommande vivement à toutes celles qui gèrent le stress pendant la grossesse. D'ailleurs, quand je suis rentrée, l'appartement semblait plus vide, mais d'une certaine manière plus mien. J'ai commencé à réorganiser les meubles ce soir-là, à me réapproprier l'espace. Au cours des semaines suivantes, j'ai pris une nouvelle routine. Travail, rendez-vous chez le médecin, vitamines prénatales, budgétisation minutieuse. Je ne faisais pas que survivre. Je planifiais un avenir qui semblait différent, mais pas nécessairement pire que ce que j'avais imaginé auparavant. Quant à Justine et Maria, eh bien, leur romance n'était pas vraiment florissante. Par le biais du bouche à oreille. D'accord, par Sergio, qu'il a entendu de sa cousine qui travaille au restaurant où ils se disputaient fréquemment en public. J'ai appris que Maria était de plus en plus malheureuse avec son prix. Apparemment, Justine s'était présentée comme beaucoup plus stable financièrement qu'il ne l'était en réalité. Grande surprise, n'est-ce pas? La première vraie fissure est apparue environ 1 mois après notre rendez-vous au café. J'étais à l'épicerie, comparant attentivement les prix des vitamines prénatales, quand j'ai littéralement heurté le chariot de Maria. Elle a eu l'air surprise, puis coupable, puis défiante en succession rapide. Elle m'a saluée maladroitement en disant que j'avais l'air bien. J'ai répondu qu'elle avait l'air fatiguée, et c'était vraiment le cas. Elle avait cette même expression stressée que Justin avait portée au café. Un silence gênant s'est installé entre nous jusqu'à ce qu'elle lâche que Justin lui avait dit que nous étions déjà séparés quand ils avaient commencé à se fréquenter. Selon elle, il avait prétendu que nous en avions pratiquement fini, que nous vivions juste ensemble jusqu'à la fin du bail.
J'ai levé un sourcil mais n'ai rien dit. Elle a bégayé ce qui aurait pu être une tentative de justification, ou peut-être des excuses, disant qu'elle ne se serait pas impliquée si elle avait su que nous étions toujours ensemble. Je lui ai finalement dit que cela n'avait plus d'importance, qu'elle l'avait et qu'elle devait en profiter. Alors que je me retournais pour partir, elle m'a appelée, disant qu'il n'était pas ce qu'elle pensait, qu'il avait promis des choses qu'il ne pouvait pas tenir. Je l'ai regardée. Cette femme que j'avais autrefois considérée comme une amie, maintenant diminuée par ses propres choix. Je lui ai simplement dit que cela semblait être un problème personnel pour lequel je ne pouvais pas l'aider. Environ 6 semaines après la fête d'anniversaire, j'ai commencé à avoir un ventre. Juste une petite bosse, mais impossible à manquer pour quiconque regardait attentivement. J'ai décidé qu'il était temps d'être plus ouverte sur la grossesse. J'ai d'abord informé mon patron, qui a été incroyablement compréhensif, m'offrant des horaires flexibles pour mon 3e trimestre. Puis j'ai progressivement informé d'autres amis et membres de ma famille. La nouvelle circule vite dans les cercles sociaux. Je savais qu'elle finirait par atteindre Justine, mais je ne me cachais plus. Ce bébé allait arriver avec ou sans son implication. 7 semaines après la rupture, alors que ma grossesse atteignait la 17e semaine, j'ai reçu une série de SMS de plus en plus frénétiques de Justin. « C'est vrai? Tu es enceinte? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Il faut qu'on parle tout de suite. Réponds à ton téléphone, Lily. Ça me concerne aussi. » Je n'ai répondu à aucun d'eux. Non pas par rancune, mais parce que je ne savais vraiment pas quoi dire encore. Je devais digérer cette nouvelle phase. Décider quel rôle, le cas échéant, je voulais qu'il ait dans la vie de notre enfant. Les SMS ont continué, devenant plus désespérés. J'ai des droits, vous savez. Vous ne pouvez pas me priver de mon enfant. Rappelez-moi où je viens. Ce dernier message m'a poussée à enfin répondre. Je lui ai dit de ne pas venir chez moi sans invitation, que j'appellerais la police si nécessaire, et que je le contacterais quand je serais prête à en discuter civilement. Il a reculé pendant exactement 2 jours. Puis, comme le titre de mon message original le laissait présager, il est apparu. Il était un peu plus de 23 heures. J'étais au lit, lisant un livre sur la grossesse et prenant des notes quand je l'ai entendu. Une portière de voiture claquait, puis des pas sur le chemin menant à ma porte, puis des coups, pas d'étoquement, des coups, et la voix de Justin, pâteuse mais reconnaissable. « Lily, ouvre la porte. Je sais que tu es là. Nous devons parler de notre bébé. » Un instant, je suis restée assise, le cœur battant, incertaine de ce que je devais faire. Appeler la police? Appeler Aaron? Me cacher et espérer qu'il parte? Puis j'ai entendu quelque chose qui a pris la décision pour moi. Des pleurs. Justine était devant ma porte, ivre et en pleurs, alternant entre exigence et supplication. Il disait qu'il avait fait une erreur, me demandait de le laisser entrer, insistant que c'était son bébé aussi. Et malgré tout ce qu'il avait fait, une petite partie de moi a ressenti, pas exactement de la sympathie, mais de la reconnaissance. La prise de conscience que sa grande stratégie de sortie, sa nouvelle vie avec Maria, son évasion de mon inutile personne, rien de tout cela ne se déroulait comme prévu. La réalité avait finalement rattrapé Justine et elle avait le visage d'un bébé inattendu et d'une instabilité financière. Je suis sortie du lit, j'ai enfilé une robe de chambre et me suis approchée de la porte avec prudence. Je ne l'ai pas ouverte, mais j'ai parlé à travers, disant à Justin qu'il était ivre et qu'il devrait rentrer chez lui, que nous pourrions parler demain quand il serait sobre. Il a crié qu'il avait besoin de me voir maintenant, qu'il avait besoin de savoir si c'était vrai, si nous allions vraiment avoir un bébé. J'ai confirmé à travers la porte fermée que oui, j'étais enceinte, 18 semaines maintenant, et oui, c'était le sien. Mais ce n'était pas la façon d'en discuter et il devait rentrer chez lui. Il y a eu un bruit sourd contre la porte. Son front ou son poing, je ne pouvais pas dire. Il a marmonné si doucement que j'ai failli le manquer, que Maria l'avait quitté. Elle a dit qu'il n'était pas celui qu'elle pensait, qu'il avait menti sur tout. Je n'ai pas pu m'empêcher de commenter que ça me semblait familier. Il a ri, un son creux sans humour. Il a admis qu'il avait gravement foiré et m'a supplié de le laisser entrer, disant qu'il voulait juste parler. J'ai pris une profonde inspiration, une main reposant protectrice sur mon petit ventre. J'ai refusé de le laisser entrer ce soir, mais j'ai proposé de le rencontrer demain au café de Main Street à 10 heures. J'ai clairement dit que s'il n'était pas là à l'heure ou s'il se présentait ivre à nouveau, c'était fini. Il s'est resté silencieux longtemps, puis a accepté. Demain, 10 heures. J'ai entendu ses pas inégaux s'éloigner. Un moteur démarrait. Pas le sien. Il avait pris un taxi. Au moins une action responsable. Mon téléphone a vibré avec un message. Je suis désolée pour tout. Pour la fête,
pour le mot, pour ce soir. Je réparerai ça. » Je n'ai pas répondu. Les mots étaient faciles, mais j'avais besoin d'action, surtout avec un bébé en route. Je ne l'aimais plus. Je ne le détestais plus non plus. La haine demande trop d'énergie. Je le rencontrerai demain, écouterai, fixerai mes limites et déciderai pour moi et mon enfant. Le lendemain, il était là à 9h55, l'air dégoûtant. Yeux rouges, mêmes vêtements, énergie nerveuse, jambes qui tremblaient. Il avait commandé un latte décaféiné, attentionné peut-être, mais je buvais des tisanes maintenant. La réunion a été intense. Il a enchaîné les excuses. Humiliation à l'anniversaire, tromperie, mensonges financiers, alcool. J'ai simplement siroté mon thé, le laissant se vider. Quand il a manqué de souffle, je lui ai demandé ce qu'il voulait exactement. Décontenancé, il a parlé de s'impliquer, de faire ce qu'il fallait et de peut-être réessayer. J'ai ri. La réconciliation n'était pas sur la table. J'ai exposé comment les choses fonctionneraient. Visite programmée, responsabilité financière, présence constante. La conversation revenait toujours sur nous comme couple. Je la ramenais sur le coparentage. Frustré, il m'a traitée de froide et calculatrice. J'ai répondu que c'était pour protéger notre enfant, pas son ego, ce qui l'a fait taire. Avant de partir, je lui ai remis un dossier. Infos sur le bébé, échographie, date d'accouchement, coordonnées du médecin, documents légaux sur la pension alimentaire. Je lui ai dit de consulter son avocat et de me répondre après réflexion. En partant, il a saisi mon poignet, demandant si Maria savait pour le bébé. J'ai répondu que ce n'était pas à moi de le dire, puis retiré sa main doucement mais fermement. Les semaines suivantes, les choses se sont calmées. Je me suis concentrée sur l'aménagement de la chambre de bébé, transformant la moitié de ma chambre en quartier général de bébé. Un lit Ikea que Barbara et moi avons mis 3 heures à assembler. Une table allongée d'occasion et un mobile envoyé par ma mère. J'avais mis de l'argent de côté en faisant des heures supplémentaires le week-end pour combler l'absence de contribution de Justine. Ma mère aidait aussi, ce qui était touchant mais légèrement inconfortable pour mon indépendance. Justin, lui, digérait. Il envoyait parfois des messages pour des nouvelles du bébé ou des photos que je traitais factuellement. Parfois, il essayait de parler de nous, mais je le redirigeais doucement. Puis est venu l'incident chez Target. J'ai heurté un chariot avec Maria, encore une fois. Cette fois, elle semblait soulagée de me voir et s'est sincèrement intéressée à ma grossesse. Puis elle s'est excusée, reconnaissant la douleur qu'elle avait causée et révélant que Justine lui avait raconté la même histoire qu'à d'autres femmes, qu'il avait fréquenté quelqu'un d'autre et qu'il nous maintenait pratiquement dans le faux. Nous avons pris un café et parlé de lui. Pas un monstre, juste quelqu'un d'insécurisé, en quête de validation et prêt à mentir pour l'obtenir. Avant de partir, Maria a mentionné que Justine avait été licenciée 2 semaines plus tôt, ce qui pouvait affecter la pension alimentaire. Je l'ai remerciée et suis rentrée, digérant cette nouvelle. Ce soir-là, alors que je pliais de minuscules grenouillères, la sonnette a retenti. Justin était sobre mais fatigué. Je l'ai ouvert sans l'inviter à entrer. Il a commencé à parler de son travail, se plaignant d'être piégé, puis a demandé si j'avais vu Maria. Je lui ai dit oui. Nous nous étions croisés chez Target et il a essayé de paraître décontracté. En vain. Il a parlé de conspiration contre lui et de tout le monde se retournant contre lui. Je lui ai rappelé que cette situation était le résultat de ses choix et que jouer les victimes ne marcherait pas. Alors il s'est effondré. Pas de manière dramatique, juste brisé. Plus de travail, pas de petit ami, un appartement à peine tenable, un bébé en route pour lequel il n'était pas préparé. Une vieille envie de le réconforter m'a traversée, mais je me suis souvenue de ses mots d'anniversaire. « Tu es inutile, je mérite mieux. » Au lieu de réconfort, j'ai offert de la clarté. 2 chemins, continuer à se plaindre et tout perdre, ou se ressaisir, prendre ses responsabilités et reconstruire. Pour la première fois depuis tout ce désordre, Justine a vraiment écouté. Pas d'interruption, pas d'excuses, juste de l'écoute. Quand j'ai fini, il a hoché la tête et demandé si nous pouvions parler à l'intérieur. J'ai hésité mais accepté, laissant la porte ouverte. À la table de cuisine, il posait enfin de vraies questions sur le bébé. Santé, développement, projet d'accouchement. Je me suis rendu compte que je ne ressentais plus rien de romantique pour lui, mais que je voulais qu'il aille bien pour notre enfant. Avant de partir, il a promis de consulter l'accord de pension alimentaire et de trouver un nouvel emploi. Étonnamment, il m'a remercié de ne pas le haïr. Je lui ai répondu que la haine prenait trop d'énergie, que je la gardais pour des choses plus importantes. Les semaines suivantes ont apporté des changements subtils.
Justine a trouvé un nouvel emploi stable, a signé l'accord sans discuter et s'est inscrit à un cours de parentalité. Ma date d'accouchement approchant, notre relation de coparentalité fonctionnait. Rendez-vous médicaux partagés, aide pour le lit IKEA, limites et attentes claires. À 7 mois de grossesse, j'ai reçu un colis. Un simple journal avec une note disant que je n'avais jamais été inutile, juste que sa propre égoïsme l'avait aveuglée. Je n'ai pas répondu, mais j'ai commencé à documenter ce voyage pour que notre enfant connaisse un jour l'histoire complexe de sa venue au monde. Puis Zoé est née il y a 6 semaines, 3,3 kg. Cheveux foncés et menton de son père. La seule caractéristique de lui que je ne regrettais pas. Le travail a duré 32 heures. Rien de ce que j'avais vu sur YouTube ne m'avait préparé. Je me suis rappelé tout le chemin parcouru depuis cette fête d'anniversaire infernale 8 mois plus tôt. Sous le choc, note de rupture à la main, et maintenant en train de mettre un être humain au monde. Justine était à l'hôpital, ce qui a surpris tout le monde. Il est arrivé avec un immense ours en peluche, inutile mais symbolique. Il laisse rester pendant tout le travail, maladroit, parfois sur son téléphone. Mais là, Barbara était mon roc, me rappelant que je pouvais le faire. Quand Zoé est arrivée et a été posée sur ma poitrine, j'ai eu un moment de pure clarté. Tous les chagrins, trahisons et incertitudes avaient mené à elle, et je ne changerais rien. Justine a pleuré en la tenant, et moi aussi, mais d'un mélange de soulagement et de reconnaissance. Pas de larmes de star de cinéma, mais des pleurs maladroits, incontrôlables, qui lui faisaient couler le nez et rougir le visage. L'émotion la plus sincère que j'ai vue de sa part. Les premières semaines à la maison ont été un tourbillon. Changement de couche, alimentation difficile, privation de sommeil totale. Ma mère est venue 2 semaines, une bénédiction et un défi, réorganisant mes placards comme si c'était vital. Qui met les passoires avec les casseroles? Sérieusement? Justin a été étonnamment présent. Pas en résident permanent, mais 3 visites par semaine. Parfois, il apportait des couches ou des plats à emporter, parfois des vêtements ridicules mais mignons, comme une petite veste en cuir pour Zoé de 6 semaines. Notre coparentalité évolue encore, avec des tensions quand il arrive en retard ou annule, mais aussi des moments presque normaux. Il a remarqué mes difficultés avec un canal lactifère bouché, cherché des remèdes et apporté des feuilles de chou avec un coussin chauffant. Financièrement, tout est plus stable. Justin paie la pension alimentaire à temps, je travaille à domicile en gestion des médias sociaux, assez pour payer les factures. Mon propriétaire m'a laissé renouveler le bail à mon seul nom. L'appartement a changé. Les affaires de Justin ont disparu, remplacées par le matériel de bébé, et j'ai repeint le salon en vert sauge, ce qui me rend heureuse. Maria et moi nous croisons encore, moins gênant maintenant, presque comme des connaissances. Elle semblait heureuse la dernière fois, un peu forcée peut-être, mais je le souhaite sincèrement. Justin, lui, a des difficultés. Son nouveau travail se passe mal. Il se plaint de son studio déprimant, et parfois je le surprends à regarder mon appartement avec une expression difficile à lire, nostalgie ou regret. Le plus étrange est de son apparent parcours de croissance. Il voit un thérapeute, lit des livres sur la parentalité et a rejoint un groupe de papas sur Facebook. Moi aussi, ma vie a pris des tournants inattendus. Mon travail à temps partiel vient d'une connexion de Sergio, intéressant et flexible pour suivre les siestes de Zoé. Et puis, il y a Ellie, le livreur qui, au début, n'était qu'un « merci » et posait les sacs devant la porte. Mais il a commencé à laisser de petites notes avec conseils ou blagues, ajoutant un peu de lumière dans ces semaines chaotiques. Un jour, alors que j'étais épuisée, que je n'avais pas pris de douche depuis 3 jours et que j'étais convaincue qu'il y avait du vomi dans mes cheveux, Ellie a déposé ma commande et m'a proposé de m'aider à transporter les caisses d'eau. J'ai hésité, mais quelque chose chez lui semblait sûr. En rangeant les courses, nous avons parlé. Il termine des études en sciences de l'environnement et livre des courses pour payer ses factures. Il a une jeune sœur avec 2 enfants qui l'aident, ce qui expliquait pourquoi il n'avait pas fui. Nous avons échangé nos numéros au cas où, sachant que c'était plus une fiction confortable qu'autre chose. Nous nous sommes envoyés des messages, il est venu prendre un café quelquefois. Ce n'est rien de sérieux, mais c'est agréable de parler à un adulte qui ne veut pas discuter de couches ou de méthodes d'apprentissage du sommeil. La semaine dernière, Justin est venu quand Ellie était là et son regard était compliqué. Plus tard, il m'a demandé qui c'était. Je suis restée vague. Ce n'est pas vraiment ses affaires. Barbara pense que je devrais tenter ma chance avec Ellie, mais je prends les choses au jour le jour. Zoé reste ma priorité. Barbara a été ma constante. Quand je me sens dépassée, elle apporte un café glacé et me rappelle que tous les nouveaux parents ressentent ça. Elle garde Zoé quelques heures pour que je puisse prendre une douche ou une sieste. Hier,
C'était mon anniversaire. 1 an depuis cette fameuse boîte qui a tout changé. J'ai organisé une petite fête avec Barbara, son mari, ma cousine et des amis proches. Justin est passé brièvement pour déposer un bracelet de naissance pour Zoé, mais n'est pas resté. En regardant mon appartement rempli de gens qui se souciaient de moi et ma fille dormant paisiblement, j'ai ressenti de la gratitude. L'avenir est incertain. Ellie pourrait devenir significatif ou rester un chapitre bref. Justin pourrait continuer à être un coparent décent ou revenir à ses vieilles habitudes. Peut-être que je resterai ici ou que je trouverai une maison avec jardin pour Zoé. Je ne suis plus la femme brisée de l'année dernière. Je suis reconstruite, plus forte aux endroits brisés. La morale. Parfois, la pire chose qui vous arrive vous mène à la meilleure version de vous-même. Pas immédiatement, pas facilement, mais éventuellement. PS. L'ours en peluche, géant de Justine, sert maintenant de barricade pour Zoé. La note de rupture est dans une boîte à souvenirs avec son bracelet d'hôpital, sa première mèche de cheveux et le test de grossesse positif. Un jour, Zoé connaîtra toute l'histoire, non pour la charger, mais parce que c'est aussi la sienne.